We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua's Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. La bière a un goût de pisse. Eileen s'enfile cul sec les 50 centilitres de Bud Light. Elle rote en grimaçant, puis tend son verre vide au biker derrière le comptoir. Il la resserre illico. Eileen n'est pas le genre de cliente qu'on fait poireauter. Quand on tarde à la servir, elle pique une crise et balance des insultes à la terre entière. Il est seulement 19h, mais la jeune femme sirote déjà sa 6e pinte. Elle voit trouble. Elle somnole. Autour d'elle, des motards en blouson de cuir et tatouages de serpent jouent au billard en siphonnant des Guinness tièdes. Le bar est saturé de fumée. Un vieux morceau de country plane dans l'air, craché par une enceinte à moitié déglinguée dans le fond de la salle. Eileen se sent bien ici. Sa vie entière est à l'image du bar. Obscure, trouble et violente. À l'extérieur, les 6 flics surarmés qui s'apprêtent à défoncer la porte sont nerveux. Ils dégoulinent de sueur. Le chef de l'opération pose une main sur la poignée, puis, d'un rapide coup d'œil, il s'assure que tous ses hommes sont prêts. La peur lui noue les tripes. Il sait que les choses risquent de virer au drame. Leur cible, Eileen Wuornos, est une meurtrière sans pitié. Si l'arrestation se passe mal et qu'on lui laisse le temps d'attraper son flingue, alors elle tirera dans le tas, sans la moindre hésitation. Et ce n'est pas le pire. Ce qui fout vraiment la trouille au chef de l'opération, c'est la tripotée de bikers qui l'attendent derrière la porte. Ces tarés ont tous un revolver à la ceinture ou un fusil à portée de main. Il suffit que l'un d'entre eux panique et l'intervention se transformera en un déluge de plomb et de sang. Eileen vient de s'enfiler sa 7e bière quand elle entend la porte s'ouvrir dans un grand fracas. Une demi-douzaine de silhouettes s'engouffrent aussitôt dans le bar. Ça crie « Police! Personne ne bouge !» Tous les bikers se figent. Pendant un instant très court, Eileen est prise d'un léger fou rire en se demandant lequel de ces motards va se faire coffrer par les flics. Mais elle se trompe. C'est sur elle que les policiers braquent leur revolver. En 3 foulées, ils se précipitent sur Eileen, la renversent de son tabouret et la plaquent au sol avec une telle violence qu'elle en a le souffle coupé. 2 policiers la maintiennent contre le plancher. Un 3e lui passe les menottes. Pendant ce temps, le reste des agents tient en joue les bikers pour s'assurer qu'aucun d'eux ne fera de conneries regrettables. Mais les motards se tiennent tranquilles et un silence de mort règne dans le bar. Plus surprenant encore, la criminelle qu'on s'apprête à coffrer, la terrible Eileen Wuornos, n'émet aucun bruit, tandis que les flics achèvent de la menotter. Ni cri, ni gémissement. Seuls ses yeux reflètent le tonnerre et la fureur qui bouillonnent dans son esprit. Les policiers qui croisent son regard en frissonnent d'horreur. Elle a la mâchoire serrée à craquer, le corps rigide et les paupières écarquillées. Dans ses yeux, il n'y a rien, hormis le feu. Un brasier gigantesque qui a consumé tant de victimes par le passé et donné naissance à la légende d'un monstre, Eileen Wuornos. La tueuse en série la plus crainte des États-Unis.
naissent les monstres. Parfois, en enfer. Aileen Wuornos voit le jour le 29 février 1956 à Rochester, dans le Michigan. Sa mère, Diane, a seulement 14 ans lorsqu'elle rencontre Leo Pittman, un voyou du quartier connu pour sa violence et ses coups de sang. Le couple donne naissance à un premier enfant, Keith. Peu de temps après, le père est interpellé pour agression et vol. Afin d'éviter la prison, il s'enrôle dans l'armée et quitte la maison pour toujours. Aileen ne connaîtra jamais son père. Cet homme irascible et brutal se pendra 10 ans plus tard dans une cellule du Kansas, accusé du meurtre d'une fillette de 7 ans. Quelques mois après son départ, Diane accouche d'une fillette aux cheveux blonds, au teint de porcelaine et aux yeux noisettes, qu'elle prénomme Aileen. La mère d'Aileen est pauvre, jeune et instable. Comme elle peine à subvenir aux besoins des enfants, elle les confie à ses parents, Laurie et Britta Wuornos, un couple de sexagénaires établi à Troy, dans le Michigan. Ces derniers adoptent Keith et Aileen. Ils les accueillent chez eux et pourvoient à leurs besoins. La grand-mère, Britta Wuornos, est tendre et affectueuse. Mais Laurie, le grand-père, est un homme cruel. Il n'aime pas les fortes têtes. Et il entend bien discipliner ses 2 rejetons par la force, à coups de poing et de ceinturon. Il s'acharne sur Keith et Aileen. Plus il les bat, plus les enfants se montrent agressifs. Plus ils sont agressifs, plus il s'entête à les martyriser. Durant son enfance, Aileen multiplie les mauvais résultats à l'école. Pour chaque bulletin scolaire médiocre, son grand-père la roue de coups. Afin de lui échapper, il n'est pas rare qu'elle et son frère s'enfuient de la maison. Mais la police finit toujours par les ramener au domicile, où Laurie les attend, ceinture à la main. C'est à cette période qu'Aileen développe ses premiers troubles du comportement. Elle est sujette à des crises de nerfs soudaines et explosives. Elle crache des injures, frappe tout ce qui bouge, détruit les meubles autour d'elle. Évidemment, ses camarades de classe la craignent et la rejettent. Aileen n'est proche de personne, hormis son frère. Keith est le seul individu au monde qu'elle aime et qu'elle respecte. Lui seul a vécu les mêmes horreurs qu'elle. Lui seul porte les mêmes stigmates. Mais leur liaison devient toxique. Âgés de 10 et 11 ans, les 2 enfants s'adonnent bientôt à des pratiques sexuelles et sont surpris par des voisins du quartier. Horrifiés en l'apprenant, leur grand-père sévit avec une sévérité et une cruauté sans pareil. La grand-mère tente bien de s'interposer pour protéger Aileen, mais elle finit toujours par s'effacer devant la colère de son mari. À cette époque, il n'est pas rare qu'Aileen fréquente un bâtiment désaffecté, le Pitts, où traînent tous les gamins du quartier. Ils s'y retrouvent pour boire et fumer. Et puisqu'on la méprise, la fillette développe une méthode pour s'intégrer au groupe. À l'âge de 11 ans, elle a des rapports sexuels avec les garçons du Pitts contre des cigarettes ou de la petite monnaie. Avec l'argent, elle s'achète du vin et dissout son quotidien dans les vapeurs de l'alcool. Elle tombe enceinte à 14 ans. Lorsqu'on l'interroge, Aileen raconte que c'est un homme du voisinage qui l'a violée. Bien entendu, son grand-père lui interdit d'avorter et la place aussitôt dans un foyer, la maison des mères célibataires de Détroit. Le 24 mars 1971, elle accouche d'un garçon qu'elle ne verra jamais. Son fils est confié à l'adoption et Aileen en nourrit une colère effroyable contre son grand-père. Cet homme-là l'a privée de son enfant sans lui demander son avis. Elle s'enfuit peu après l'accouchement, mais on la rattrape et on la place cette fois dans un centre pour mineurs, où elle restera enfermée pendant plusieurs mois. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir,
abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, What will I become? Senua's Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. « 7 juillet 1971. À sa sortie du centre, Eileen apprend que sa grand-mère est décédée d'une cirrhose au foie. C'était la seule personne qui tentait vainement de la protéger. Bien entendu, la réaction du grand-père ne se fait pas attendre. Il profite du décès pour enfin répudier les 2 enfants. Eileen et son frère sont mis à la porte. Un peu plus chanceux qu'elle, Kiss parvient à se faire héberger chez des connaissances. Mais pour Eileen, âgée de 15 ans et dépourvue du moindre ami, la survie devra se faire seule. La prostitution, c'est le seul moyen qu'elle connaisse pour survivre. Sans domicile fixe, sans but ni destination, Eileen quitte le Michigan et vit sur la route. Errant vers l'ouest, en autostop, elle se prostitue le jour pour gagner de quoi manger et dort la nuit dans des motels sordides ou des aires d'autoroute à l'abandon. 4 années s'écoulent ainsi. La jeune fille se noie dans l'alcool et les drogues, les rencontres d'un soir, la peur, la méfiance et les regards lubriques, le doute, les gens qu'il faut cogner et ceux qu'il faut savoir éviter. La plupart des prostituées autour d'Eileen sont vêtues de cuir et portent des talons aiguilles. Pas elle. Eileen se fout de son apparence. Un short et un vieux t-shirt font l'affaire. De toute façon, les clients ne manquent pas. Cette adolescente blonde au teint de cire leur plaît. Comme une bougie attire les insectes de nuit. Parmi eux, nombreux sont ceux qui l'agressent et l'humilient, l'insultent et la frappent. Mais la prostitution est son seul horizon. Que pourrait-elle faire d'autre ? Depuis longtemps, elle s'est persuadée qu'elle n'était bonne qu'à ça et qu'aucun autre chemin ne se présenterait jamais à elle. Son tempérament colérique persiste. Régulièrement, Eileen est interpellée par la police pour des altercations dans des bars. Le 27 mai 1974, elle tabasse un inconnu dans une boîte de nuit. L'homme la regardait de travers. Eileen l'étale d'un uppercut au plexus, puis d'un crochet sous le menton, avant de lui dérober ses clés et de s'enfuir à bord de sa voiture. La police l'interpelle plus tard, ivre morte, endormie face contre le volant près d'un terrain vague. « 1976. Eileen a 20 ans lorsque son errance s'achève en Floride. Ses pas l'ont conduit jusqu'à la mer avec une vision en tête, une image de carte postale. Ici au moins, le soleil et la plage lui feront du bien. Elle pourra dormir sur le sable sans payer de loyer et continuer la prostitution pour se remplir les poches au soleil. Le rêve. D'ailleurs, sa première année en Floride est radieuse. Tout se passe bien. Elle apprend même par un courrier de son frère que leur grand-père s'est suicidé dans son garage du Michigan. Cette nouvelle la comble de joie. Enfin, les choses semblent tourner dans le bon sens. Au printemps, Eileen est prise en stop par Lewis Gratz-Fell, un retraité de 69 ans établi en Floride. Il est riche. Ils se marient tous les deux quelques semaines plus tard. Durant cette période, pour la première fois depuis longtemps,
Eileen cesse tout débordement et n'a plus affaire une seule fois à la police. Sa rage semble s'apaiser. Bien sûr, Eileen s'est mariée pour une raison simple. L'argent de Lewis Fell lui permet d'arrêter la prostitution. Elle se surprend même à rêver. Peut-être va-t-elle enfin mener une vie normale. L'idée lui plaît. Terminer les clients violents, fini les nuits à la Belle Étoile ou dans les motels crasseux. Vivre en Floride au crochet d'un vieillard sénile, le scénario est plutôt chouette. Seul problème, on ne tire pas aussi facilement un trait sur le passé. Les vieux démons d'Eileen sont encore présents. Et ses accès de colère ne demandent qu'à ressurgir. Neuf semaines après leur mariage, la police est contactée par Lewis Gratz-Fell. Il raconte aux officiers que son épouse a eu une crise de démence. Elle s'est mise à l'injurier et à le frapper. Le vieil homme a bien tenté de se défendre, mais Eileen lui a arraché sa canne en bois et s'en est servi pour le cogner. Lewis ne portera pas plainte. Le divorce est prononcé quelques jours plus tard et la jeune femme est chassée de la maison. Bah, tant pis pour le vieux. Et tant pis pour la Floride. Eileen le savait au fond. Tout ça n'était qu'un rêve. Jamais elle ne mènerait une vie normale. Comme un martyr, elle est vouée à la solitude et l'autodestruction. Une seule personne au monde est capable de comprendre ce qu'elle ressent. Son frère Keith, qu'elle n'a plus vu depuis 5 ans. Eileen quitte la Floride et retourne au Michigan, déterminée à retrouver son frère, sa bouée de sauvetage, son alter ego. 14 juillet 1976. Le jour de son arrivée au Michigan, Eileen passe la soirée dans un bar du comté d'Antrim. Éméchée, elle déclenche une rixe au comptoir et blesse un barman en lui frappant le crâne avec une boule de billard. Elle est arrêtée par la police, incarcérée pour voie de fait et trouble à l'ordre public, puis relâchée 3 jours plus tard. En sortant de prison, Eileen tente immédiatement de contacter son frère par téléphone. Il lui tarde de le retrouver. Mais à l'autre bout du fil, un inconnu décroche et lui explique que Keith est mort le matin même à l'hôpital du comté, emporté par un foudroyant cancer de la gorge. Eileen n'en croit pas ses oreilles. Cette nouvelle la fait vaciller. Son allié de toujours n'existe plus. Son dernier rempart contre la folie s'est écroulé. Elle aurait pu le revoir une dernière fois si sa propre bêtise ne l'avait pas envoyé en prison 3 jours plus tôt. Elle se déteste et se méprise, autant qu'elle hait et rejette le reste du monde. Sa colère la dévore. L'avenir ne présente plus d'espoir. Il n'y a qu'elle, seule, face à tous ceux qui l'ont détruite et rabaissée. Plus rien ne la retient de faire le mal. Et si elle rendait au monde un peu de la violence qu'on lui avait fait subir? Et si elle ôtait la vie juste pour voir? Peu à peu, les contours psychologiques de la plus terrible tueuse en série des États-Unis se dessinent, tandis qu'Eileen Wuornos reprend la route vers la Floride, où elle commettra bientôt son premier meurtre.